Eh bien, nous allons commencer. Voilà, donc, hajimemasu. En français, ça va? Et puis de temps en temps en japonais. Voilà, l'histoire que je voudrais vous conter, enfin, oui, c'est un peu un conte quelque part. C'est l'histoire très étonnante du lien qui a uni Kaneko to Ota, arigatou gozaimashita. N, on dit en japonais N, hein, avec la France. Avec la France, Kaneko to Ota to Nippon no N, et avec les éditions Pipa aussi. Peut-être que d'ailleurs nous pouvons avoir un petit mot de Brigitte, notre hôte, pour commencer. Hein. Effectivement, nous lui devons beaucoup. Et Kaneko to Ota lui doit beaucoup. C'est aussi ça qui est quand même le plus grand poète contemporain de haïku, doit beaucoup à cette maison. Alors, un petit mot pour commencer peut-être, et puis après je vais parler pendant 1 heure. Donc, vas-y Brigitte. D'abord, je vous souhaite la bienvenue à tous et je vous remercie d'être venus nombreux. Et Laurent, je suis très touchée par tes remerciements, mais notre maison te doit tout. Pour les publications d'Issa et de Tota Kaneko. Et grâce à toi, nous avons découvert des auteurs extraordinaires qui avaient un engagement très très fort dans leur pays. Et c'est un honneur pour une toute petite maison d'édition indépendante de pouvoir publier des textes aussi importants, des textes historiques également. Et puis c'est un bonheur de travailler avec Laurent Mapesson. Bon. Merci. Un réel bonheur, même si nous nous voyons très peu. J'ai l'impression qu'on travaille très bien ensemble malgré la distance. 6 livres déjà. Voilà, je vous en prie, entrez. Bienvenue, yokoso. Et donc, voilà, pour tout vous dire, cet été-là, j'étais soldat. Laurent m'a proposé de publier le texte. Et je lui ai dit, écoute, sincèrement, j'aimerais bien que ce soit une grande maison d'édition qui le publie. Et Laurent a pris des contacts et malheureusement, Tota Kaneko était malade. Les maisons d'édition répondaient très, très lentement ou pas du tout. Et j'avais dit à Laurent, écoute, si vraiment c'est problématique, reviens vers moi. Moi, je serais toujours très heureuse de publier, mais il me semble que ce serait bien déjà de tenter notre chance auprès d'une grande maison d'édition quand on a de grands auteurs comme ça. Et si bien que, voilà, Laurent m'a dit que 8 jours avant la mort de Tota, tu as pu lui dire qu'il allait être publié en France. En fait, bien avant au téléphone, je lui avais dit que ça serait publié en été. Voilà. Donc, je sais pas, 4 mois avant sa mort, et puis en fait, le livre est apparu 2 mois après sa disparition. C'est-à-dire, après, tu m'as dit, bon, il va pas bien, et donc on voilà, s'est dépêché de faire le livre, on a accéléré, on l'a sorti plus tôt, et malheureusement, pas assez vite. Donc, je voudrais vraiment remercier Laurent de nous offrir de telles opportunités. C'est aussi grâce à Daniel, puisqu'il y a 2 ans, nous avons fait une réunion ici et Daniel m'a dit il faut que tu traduises Kaneko to Ota. Et au Japon, tout le monde disait c'est le seul poète japonais qui peut avoir le prix Nobel, le seul poète de haïku japonais qui peut avoir le prix Nobel. Le Asahi Shimbun, le plus grand journal japonais, avait déjà Jumbiko, c'est-à-dire un article tout prêt en cas de remise du prix Nobel à Kaneko to Ota, ce qui est incroyable. Et donc c'était aussi le moyen de promouvoir le haïku dans le monde entier d'une façon très retentissante. Et malheureusement, comme Kaneko to Ota n'est pas quelqu'un de très novateur, il n'avait pas les relations suffisantes pour être traduit en anglais, en allemand très rapidement. Puis il ne se mettait pas en avant, c'était quelqu'un de très très modeste, donc on a raté le coche, voilà. Mais on a réussi à lui faire savoir qu'il serait publié en français. Il a été publié en 2010 en anglais. Il aurait fallu 1 année de plus pour qu'il soit au moins candidat officiel au prix Nobel de littérature. Et je crois qu'on aurait eu sans problème au moins l'accord de la candidature. Donc
Mais c'est pas seulement le prix Nobel qui compte, hein, Oui. voilà. Mais je remercie aussi Daniel pour beaucoup plus de choses encore, puisque c'est un des piliers de notre maison d'édition aussi, et quelqu'un qui nous accompagne depuis longtemps, qui nous conseille, nous apporte de très Il a donné un petit coup de pouce pour me dire il faut que tu traduises il y a 2 ans, puis ça prend 2 ans de traduire quelque chose. Ouais. Et puis aussi nous avons Alain Kervern là, qui vient d'arriver de Bretagne, qui est vraiment le grand précurseur de la recherche littéraire sur le haïku en France, en français, et qui vient spécialement de Bretagne, de Brest. Il a connu personnellement Kaneko Tota comme moi. Donc nous participerons à une petite table ronde à partir de 4 heures après ma petite causerie. Hein. Est-ce que j'ai bien présenté Alain Kervern? Rien à dire pour l'instant. C'est très bien. Je voudrais ajouter quand même, si c'est possible, que M. Kervern a écrit des livres très importants sur le haïku japonais, dont les Saijiki. Voilà. Et sur les mots de saison, il a été précurseur sans être un intégriste du Kigo, du mot de saison. C'est ça qui est intéressant. Je crois qu'on pourra en parler parce que Kaneko Tota, c'était aussi une vision des Kigo très humaine et très personnelle. Voilà. Alors, écoutez, je ne sais pas dans quelle mesure je peux faire la même conférence que ce texte écrit en japonais par moi-même. En fait, je vais le survoler et si vous trouvez que c'est un petit peu trop technique, je le sentirai dans vos regards, hein, vous me le direz. Ça n'empêche que vraiment, en conclusion, on arrivera à ce projet de stèle, de livre, et c'est très émouvant de voir comment la fin de vie de Kaneko Tota a été profondément liée à la France et au combat antimilitariste et pacifiste. Alors, donc ce texte, Sekai o Miryou suru Haikaiju, en fait, je l'ai rédigé, il fait une vingtaine de pages, pour un magazine qui va s'appeler Tota, du prénom et du nom de poète de Kaneko Tota. Vous voyez, Kaneko Tota, c'est quelqu'un de si important que les éditions Fujiwara Shoten, une grande maison d'édition, a décidé de publier régulièrement, peut-être 2 fois par an, a priori, un magazine qui ne traitera que de Tota et de tout ce qui tourne autour de Tota, avec des textes de son fils, de ses disciples comme moi-même, et de chercheurs divers. Et donc, moi, c'était Sekai o Miryou suru Haikaiju, la liberté du haikai. Haikai, c'est différent de haïku, c'est le haïku d'avant l'ère Meiji. Et donc, comme quoi Tota insuffle à nouveau le souffle, si vous voulez, l'esprit du haikai, et considéré comme plus libre, ou au moins du haïku d'avant la guerre, avant la répression des poètes pacifistes, par exemple, dont je parlerai. Et j'ai divisé mon article en 3 parties, Tota et Issa. Alors, déjà, ça a un lien avec les éditions Pipa. En deuxième partie, je traiterai de Tota et de la stèle aux poètes persécutés pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque c'est la dernière stèle calligraphiée par Tota, que nous avons, lui et moi principalement, que nous avons érigé ensemble. Et la troisième partie, c'est comment situer Tota dans le haïku contemporain. Et le fait qu'il ait quelque chose de très international par son esprit novateur, je pense. Et ça nous mènera à la table ronde à partir des 4 heures, c'est un peu le thème, je pense. Et donc, à propos de Tota et de Issa, je m'assois. Vous connaissez Issa, hein, ça va, un des 3 grands maîtres du haikai classique. Mais il faut savoir que Issa a été ignoré, ou plutôt oublié, pendant 80 ans, jusqu'en 1903 à peu près, Meiji 30e année, jusqu'à ce qu'il soit redécouvert par des journalistes et des chercheurs de Nagano, de la région vous connaissez le Japon, Nagano, c'est-à-dire au centre du Japon. Et il a été redécouvert, vous connaissez peut-être Masao Kashiki, qui est le rénovateur du haïku au XIXe siècle. Masao Kashiki
si vous voulez, insister sur la dimension fushi, kokkei, et jiai, c'est-à-dire satirique, comique et emphatique, enfin compassion, jiai, de Kobayashi Issa. En fait, Kanekoto Ota, lui aussi, a commencé à étudier Kobayashi Issa dans les années 80, parce que il y a eu, si vous voulez, deux vagues de redécouverte de Kobayashi Issa. Tout d'abord, comme je l'ai dit, dans les années 1900, on voyait surtout le côté satirique, comique, surtout comique, c'est sur le côté comique de Issa. Et puis dans les années 1920, où c'était la littérature prolétarienne, Proletaria Bungaku. Et Issa correspondait à une image du poète maudit, du poète paysan, du poète des faibles. Hein. Et donc, vous avez des gens comme Kuribayashi Sekiro ou bien Ogiwara Seisensui qui ont réinterprété Issa sur cet angle, si vous voulez, un peu prolétarien. Voilà. Et est arrivée la répression des poètes prolétariens et des poètes, des haijin pacifistes. Donc Issa était un petit peu oublié. Et il a été redécouvert grâce à la publication de Issa Zenshu, c'est-à-dire les œuvres complètes d'Issa, dans les années 70. À partir de là, il était possible de voir l'essence du haikai de Issa, puisqu'on avait les 20 000 hokku, les 20 000 haïkus de Issa, de façon à peu près sûre. Et ce n'était pas le cas avant les années 1970, c'est-à-dire que les haïkus, les poètes prolétariens prenaient un petit peu ce qu'ils voulaient, où ils voulaient, puisqu'il n'y avait pas de corpus fixe, il n'y avait pas les œuvres complètes, Issa Zenshu. Et donc, Kanekoto Ota, bon alors, si vous voulez visualiser, il était jeune comment? Là, c'est quand il me prenait, ça c'est en 2015. Voilà, il était un peu comme ça, voilà. Donc, Kanekoto Ota, dans la force de l'âge, a créé une véritable révolution dans la recherche sur Issa. Puisque il avait si vous voulez, la vision générale avec les œuvres complètes. Et il est arrivé dans les années 1999 au concept de animisme. Hein. Il a publié 4 articles dans les années 80, Issa Kushu, Kobayashi Issa, Hyohaku no Haijin Issa, et puis à la télévision NHK, la télévision japonaise publique, en 1999, pour la première fois, il a donc formé ce concept d'animisme comme caractéristique principale de Issa. Et vous, est-ce que vous connaissez le terme animisme? C'est donc ce qu'on appelle la forme primitive de toute religion. Et donc il a eu ce coup de génie de voir que, bon, Issa, c'est le poète des petits animaux, des petites gens. Donc il y a toujours un regard à l'horizontale, si vous voulez, sans aucun sentiment de supériorité. Et c'est donc considéré même une pierre comme l'égale d'un seigneur. Donc ça recoupe aussi le côté satirique, mais de façon beaucoup plus profonde. Cette conception du haïku satirique par Issa, comme Masao Kashiki l'a défini, c'est moins profond que de dire qu'en fait tout cela vient d'une vision du monde animiste. En fait, la religion Shinto, c'est une religion animiste développée, si vous voulez. C'est peut-être même la forme la plus développée de religion animiste, puisque tout est Dieu, tout a une âme, tout est kami, si vous voulez. Mais dans les campagnes de Nagano, enfin des Shinano, c'est une façon de vivre. C'est pas du tout du shintoïsme pour l'empereur ou vous voyez, nationaliste comme il a pu exister pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà un petit peu la première découverte de Tota. Et puis il y a une deuxième découverte un peu plus tard. Si vous voulez, il y a un axe horizontal dans la recherche sur Issa par Kanekoto Ota, c'est l'animisme. Et puis à partir des années 2000,
il tombe sur un texte de Issa de la dernière période. Donc Issa, quand il a 60 ans, dit ceci. Alors attendez, je sais pas, je vais le retrouver. Est-ce que c'est trop difficile? Non. Ça va? Je suis content, comme je suis content. Alors, Ikimono Kankaku. C'est très clair. Vous pouvez respirer, mais ça va être de plus en plus concret, vous allez voir. Alors, bon, mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est un peu comme Picasso, Kaneko Tota. C'est quelqu'un qui trouve quelque chose de très important, l'animisme, comme fondement de la spiritualité de Issa, alors qu'on considérait Issa comme inférieur à Basho, puisque Basho, il avait une spiritualité zen, soi-disant, mais c'était surtout Bankei zen, c'est-à-dire du zen aura des pâquerettes, si on veut, c'est-à-dire Bankei, c'était le zen du début du XVIIe siècle, pas très spiritualiste, beaucoup dans la vie au quotidien, voyager, etc. Voyager pour atteindre l'illumination, ça c'était important pour Basho. Et c'est la raison pour laquelle on considérait que Basho, le premier à avoir rendu le Goshtigo, le 575, indépendant du reste, enfin en tant qu'œuvre d'art, était un petit peu le seul grand maître de l'époque classique ayant une dimension spirituelle. Mais avec Kaneko Tota, on se rend compte qu'il y a aussi une dimension spirituelle chez Issa. Et puis entre les deux, vous avez Bousson. Bousson qui est quand même l'artisan de la renaissance du style Basho. Donc il est quand même dans le prolongement de cette esthétique zen de Basho. Mais Issa, non, pas du tout. Et si on cherche un nom pour cette dimension spirituelle de Issa, qui était mal connu jusqu'alors, c'est l'animisme, c'est vraiment ça. Mais comme je vous dis, Kaneko Tota ne s'arrête jamais à une grande découverte. C'est un peu comme Picasso qui passe du cubisme à autre chose. Et dans les années 2000, donc, voilà, il tombe sur un texte d'Issa, Issa ayant 60 ans, donc dans Manroku no Haru, Issa dit Arabonpu no onore no gotoki 59年の間暗きより暗きに迷いてはるかに照らす月影さえ頼む. Il utilise le terme Arabonpu, comme vous avez tous compris. Arabonpu. Arabonpu, c'est comment on pourrait traduire Madame Maki ou Ito Keiko. Moi, dans ce livre, j'ai traduit. Voilà. Bonpu, c'est Heibon, c'est un homme ordinaire. Et Pu, c'est Otto. Donc un homme ordinaire, Arai c'est brut, c'est voilà. Donc homme ordinaire brut, un néologisme qui n'existait pas, utilisé par Issa au 19e siècle, et qui a, comme on dit en anglais, ring a bell, qui a permis à Kaneko Tota de comprendre une autre dimension, peut-être l'axe vertical du caractère d'Issa. C'est qu'effectivement, Issa a ce don de regarder la nature sans aucune discrimination, puisque c'était un paysan. Et d'ailleurs, Kaneko Tota est un paysan de Saitama, c'est du Chichibu, de la partie montagneuse qui se trouve à 100 km au nord de Tokyo. Issa, lui, est un paysan de Nagano, Shinano, à 200 km au nord de Tokyo. Il y a déjà un terreau commun entre les deux poètes. Donc c'est aussi ce qui explique que Kaneko Tota ressent cet animisme paysan chez Issa. Mais il passe maintenant à cette théorie de Arabonpu, c'était homme ordinaire, ce qui est très rare parmi les Japonais, parce que c'est homme ordinaire brut. Et c'est ce qui fait que Issa se fait un malin plaisir de critiquer le pouvoir, d'utiliser les kigo à l'envers, Hankidai Shugi. Et donc Kaneko Tota a écrit un livre qui s'appelle Arabonpu Issa en 2013. Et donc moi en 2015, je me retrouve avec tous ces Japonais qui me disent « Charlie Hebdo, qu'est-ce qui s'est passé ?» Donc oui, là, je rentre dans des choses plus concrètes. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont tort? Est-ce qu'ils ont raison? C'est français très satirique. Et moi, comme je suis enseignant à l'université à Nagano et à Tokyo, eh bien, je me suis dit, au lieu d'essayer de expliquer que depuis la Révolution française, on avait le droit de critiquer la religion,
de critiquer toutes les formes de pouvoir, mais je leur montrais que dans leur propre culture, ils avaient un grand auteur, qu'on pourrait dire homme brut ordinaire, qui a le courage de critiquer tous les pouvoirs, qui est libre et qui s'appelle Issa. Et donc j'ai demandé à Brigitte si ça l'intéressait. Donc c'était en janvier 2015. Et ce sont, voilà, ce sont les Hankotsu no Haijin Issa. Oh non, non, elle ne l'a pas mis. Aïe, aïe, il est dessous, voilà. Ah, bravo. Voilà, haïku satirique de Issa. Voilà, donc tout commence par là. Voilà, il est là, il est là. Ah, tu écoutes, hein. Fais attention à ne pas dire des choses désagréables. Hein. Alors ça s'est passé tout de suite, hein, parce que Brigitte, dès que je lui ai envoyé le texte, je crois que tu as été totalement séduit. Je peux vous donner, voilà, j'en prends un au hasard. Le rossignol, Uguisuya, hako te kuso ne. Hako shinagara mo hokkekyo. Uguisuya, hako shinagara mo hokkekyo. Le rossignol, tout en déféquant, chante son sutra. Donc, vous voyez, la critique de la religion, ce n'est pas propre à une certaine tradition française. Et par exemple, là, vous avez encore plus amusant, c'est Sojo. Sojo, c'est le prêtre bouddhiste le plus important. Alors, Sojo ga noguso asobasu higara gasa. Higasa no shita de erai obo-san ga fun shiteru. Alors Mitsuru, mon ami Mitsuru Ikeda a mis en haiga, comme vous savez que les haiga, c'est comme le lien entre deux images dans un haïku. Le lien entre le haïku et l'image dans un haiga, il faut qu'il soit indirect. Donc il a mis quelques mouches, voilà. Et voilà, bon, quand j'ai publié ça, mon maître, Kaneko Tota, a été subjugué. Parce qu'il a dit, mais c'est ça, le deuxième volet de ma recherche sur Issa, c'est vraiment Arabompu, l'homme brut ordinaire qui n'a peur de rien, d'aucun pouvoir, qui est libre et qui est en même temps généreux dans sa vision animiste du monde. Oui, c'est ça aussi la chose importante, c'est que Kaneko Tota, qui pour moi est un peu une réincarnation de Issa, tous les deux, ils ont leur liberté, c'est-à-dire leur courage vis-à-vis de tous les dictats littéraires, poétiques ou sociaux, ou voilà, poétiques, mais ils ont en même temps une humanité, même plus qu'une humanité, c'est, comment dire, c'est pas l'humanisme, puisque l'animisme, c'est l'humanisme envers toutes les espèces, et même envers les objets, une sorte de respect. Vous savez qu'au Japon, dans les campagnes, vous avez harikuyo, par exemple, vous avez des petits monticules où on met toutes les aiguilles qu'on a utilisées aux Zenkoji, où j'habite, pour dire merci aux aiguilles dont on s'est servi pendant des dizaines d'années. Alors on leur fait une tombe, la tombe aux aiguilles, comment on dit, quand on coud, c'est des aiguilles, je perds mon français. Oui, c'est aiguilles. Il y a des tombes aux aiguilles. Donc ça dit un peu cette sensibilité très animiste, avec donc une générosité et en même temps une liberté. C'est vraiment l'axe horizontal vertical. Et donc Kaneko Tota voit ce livre, ce livre qui en plus n'aurait pas pu être publié au Japon, tout simplement parce que j'ai fait une préface où je montre qu'on n'enseigne pas au Japon le Issa véritable, on n'enseigne pas Hankotsu Seishin, l'esprit anti-pouvoir. On enseigne simplement, dans toutes les écoles, on enseigne Issa, mais on enseigne les haïkus sur la gentille rainette, vous voyez, la gentille, comment dire, la gentille grenouille. Grenouille efflanquée, ne capitule pas, car Issa se tient là. Mais on ne dit pas que Yasegaeru makeru na Issa kore ni ari. On ne dit pas que kore ni ari, c'est un terme antimilitariste, puisque c'est une gundan. C'est une expression qu'utilisent les militaires quand ils vont à la guerre. Koreni ari. En fait, ils se moquent des politiciens en disant en fait, vous êtes comme des grenouilles, quoi, les politiciens. Les politiciens et les militaires, quoi. Donc, moi, je savais, puis alors, plus que jamais, il est important de lire les haïkus satiriques de Issa. Car personne, même dans le Japon contemporain, n'a fait preuve d'autant de liberté pour tourner en dérision les abus du pouvoir religieux, politique ou économique.
Et en japonais, c'était pire. C'était Nippon no Minshugi ga ayoku natte iru konnichi koso Kobayashi Issa no katararezaru fushiku o yomu beki de aru. De France no fushi taigoku no France de dans le pays de Voltaire et de Rousseau, etc. Et je pense que déjà ça a été un pas vers la collaboration de Kaneko Tota avec la France et PIPA, puisqu'il m'a demandé immédiatement, donc le livre est paru en septembre 2015, il m'a demandé en novembre 2015 de participer à un dialogue, comment on dit, Taidan face à face. Ouais, c'est ça, donc une discussion avec lui direct. Il avait déjà 96 ans, donc c'est là. C'est le 11, là la photo, c'est une photo très émouvante. Le 8 novembre 2015. Voilà. Vous voyez que j'ai un petit badge. J'ai un petit badge sur lequel est reproduit cette calligraphie célébrissime de Kaneko Tota. Nous n'acceptons pas la politique du Premier ministre Abe. Je vous dirai pourquoi il disait qu'il ne l'acceptait pas. Et j'ai une écharpe jaune, puisque le jaune c'est la couleur de l'antinucléaire et qu'il était aussi lui-même antinucléaire. Et alors là, il s'est passé quelque chose de passionnant, c'est qu'il voulait que je parle de ce livre. Et puis tout de suite, on a bifurqué sur le problème du haïku engagé, qui n'existe presque plus aujourd'hui, en particulier depuis l'accident nucléaire de 2011, où il est de plus en plus difficile, sauf dans quelques revues, dont celle de Kaneko Tota, il est de plus en plus difficile de parler de sujets de société. Et donc, je lui ai dit, mais monsieur Tota, bon, moi je suis son élève, son disciple depuis plus de 20 ans, mais là j'avais un peu peur d'évoquer le sujet. Je lui ai dit, mais Tota Sensei, vous, votre premier maître de haïku, ce n'est pas Kato Shuson, ce grand poète humaniste quand même, on peut dire. C'est Shimada Seiho. Shimada Seiho, je ne sais pas si... Bon, là, j'ai pas la photo, là. Bon, c'est... voilà, c'est Shimada Seiho. C'est un poète qui était le bras droit de Takahama Kiyoshi, école traditionnaliste du haïku. Le plus grand, soi-disant, enfin en tous les cas, le top, le niveau, le sommet de l'institution du haïku pendant la première moitié du XXe siècle. Mais Shimada Seiho, donc le premier maître de Kaneko Tota, a eu le malheur d'écrire des haïkus réalistes en 1935, 36, 37. Et vous devez savoir qu'à l'époque, le gouvernement militariste japonais, fasciste, considérait que le réalisme, c'était de l'américanisme, et que c'était américanisme prolétarien. Donc il suffisait par exemple d'écrire un haïku sur par exemple, Shimada Seiho, il a écrit des haïkus sur les ouvrières. Voilà, je vais mettre sa photo là, comme ça vous l'aurez. Et puis Kaneko Tota, qui était brillant, qui était élève à l'école de Tokyo, à l'université impériale de Tokyo, il aimait bien les haïkus réalistes parce que c'était nouveau. Voilà, Shimada Seiho, il était prof à Waseda, mais donc il y avait beaucoup de jeunes comme Kaneko Tota, à l'époque lycéen, puis première année d'université, intéressés par le haïku réaliste. Par exemple, un haïku, voilà, c'est Kojora ni shijitsu megureru kikai kana, dernier rayon du soleil printanier. Ça, c'est un haïku du premier maître de Kaneko Tota, hein, vous suivez? Dernier rayon printanier sur les machines et sur les ouvrières. Donc, vous imaginez les ouvrières qui travaillent. Le soleil printanier, ça dure longtemps, hein, parce que le printemps, les jours rallongent, qui travaillent longtemps. Ça, déjà, tu es pour la révolution communiste, puisque tu plains les ouvrières travaillant tard le soir. Alors en fait, il n'était pas du tout communiste, il avait 59 ans, Shimada Seiho, c'était un prof d'université, il n'avait jamais lu Marx. Mais il avait des disciples qui avaient lu Marx, hein. Donc Kaneko Tota, qui était en économie à l'université de Tokyo. Donc voilà, par exemple, enfin, bon,
si vous achetez ce livre, alors là, ce livre, on l'a pensé ensemble après ce face-à-face, après cette discussion que nous avons eue. Et puis il me dit, écoute, ça fait 80 ans que j'attends. Ça fait 80 ans que j'attends qu'on me parle de ça. Mais déjà en France, de rappeler ça, c'est très émouvant parce que 80年間待っていました金子トータになる。金子トータ, c'est pas quelqu'un qui aime faire du bruit pour rien. Il a été, si vous voulez, le premier à redécouvrir Issa, comme je vous l'ai dit. Il a été le premier à comprendre Haiku Zoukeiron, que dans un haïku, ce qui est important, ce n'est pas le mot de saison, c'est Toriawase, le fait d'avoir deux images. Enfin, pour lui en tous les cas, pour Takahama Kiyoshi, du haïku traditionnaliste, c'est le Kigo qui est le centre. Mais force est de constater qu'avant l'ère Meiji et avant Takahama Kiyoshi et Masaoka Ishiki peut-être, non, personne ne parlait de Kino Kotoba. On parlait de Toriawase, Yojo, relier deux images de façon indirecte, relier les images avec le cœur, Yojo Zuke. Okay? Et Kaneko Tota, donc avec sa théorie de Zoukeiron, c'est-à-dire assemblage, je ne sais pas comment on peut dire, bon, c'est un terme de l'art plastique, hein, quand vous mettez deux matériaux différents ensemble. Eh bien, il avait découvert ça quand même. Donc, et tout d'un coup, moi je lui parle de son premier maître, et il me dit, là c'était en 95, ça fait quelques mois que je commence à parler de la guerre. Senso no hanashi o shihajimeta koro. Mais parler de l'avant-guerre, c'est-à-dire de la période de mon premier maître. Je n'ai pas fait assez. Et il faut que j'en parle. C'est-à-dire que parler de l'atrocité de la guerre, c'est une chose, mais dire pourquoi on arrive à cette atrocité. Comment on réprime les trois types de personnes les plus en vue dans la société. Vous savez qui c'est? Dare o danhatsu suru n desho? Futsu wa sensou ni mukao to suru, bousou shiyou to suru kuni wa kyoukisha to geijutsuka to maskomi, その3種類ね。教育者は24事件、教育者、je fais en français、芸術家は俳句ダンス事件、メディアは横浜事件。Les trois sortes de personnes qu'on réprime avant de préparer un pays à la guerre, ce sont les... Allez, petit test, ça va me permettre de voir un coup. Les médias. Il y a eu, donc surtout entre 42 et 45, 60 journalistes japonais suspectés de communisme, alors que c'était même pas vrai, hein, bon. Et donc qui ont été emprisonnés, donc 4 sont morts en prison. Yokohama Jiken. Et le plus grand incident de la répression qui a préparé le terreau pour la guerre du Pacifique, c'est, bien sûr, il y a eu des poètes de Tanka, mais moins qui ont été réprimés. Il y a eu des poètes de forme libre, de vers libre, Kobe Shijin Kai Modan Saretakedo. Mais surtout, Haiku Danhatsu Jiken, la répression des poètes. Et puis la troisième, ce sont les enseignants. Et c'est ce qu'on voit aussi un peu au Japon aujourd'hui. On ferme les facultés de lettres, parce que les facultés de lettres, ça crée des esprits indépendants. Et donc lui, il y avait effectivement des centaines de professeurs et d'enseignants qui ont été emprisonnés au Japon à partir de 1933, Nihon Jiken. Et il me dit, tu as raison, ma besogne, c'est ça. Il faut que maintenant je parle de l'avant-guerre, puisque ça ressemble beaucoup à ce qu'on vit en ce moment. Et il me dit, tu sais, mon premier maître de haïku, il a été emprisonné avec deux de ses disciples, c'est-à-dire des amis de Kaneko Tota, mais il était à milieu de penser qu'on pouvait l'emprisonner pour des haïkus comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait une loi qui s'appelait la loi de la sécurité, Chian Ejiro, et en fait, comme le japonais est une langue assez évasive, par exemple, c'était Kokutai no Henkaku. Modifier le corps étatique. L'âme, peut-être. Comment? Peut-être l'âme étatique. L'âme étatique, ouais. Voilà, vous faites ce que vous voulez avec une règle comme ça. Si quelqu'un essaie de modifier l'âme du pays, il peut être emprisonné. Donc, Shimada Saihiro a été emprisonné.
Il avait 59 ans, il avait une très légère tuberculose, sa tuberculose s'est aggravée, et en fait, il a craché du sang, mais la police spéciale, ce qu'elle fait toujours, elle laisse les prisonniers jusqu'au dernier moment en prison. Kobayashi Takeshi, c'était pareil, mais sauf qu'ils se sont ratés avec Kotobayashi, ils l'ont libéré, il était déjà mort. Un poète, oui, prolétarien, mais pour le coup. Bon, mais Shimada Seihiro, ils l'ont libéré juste avant que ce soit désespéré, il est mort un petit peu après. Et alors, ce qui est étonnant, il me dit, ma besogne, Shimada Seihiro, mon maître, mon premier maître, je suis le seul à avoir été le voir chez lui, avec un autre collègue, puisque tous ses disciples avaient peur d'aller... Oui, la société japonaise est une société tellement monolithique que Renza de Tsukamaru to yu kyofu. Tout le monde a peur même d'aller voir la personne qui a été libérée. Donc il est mort seul. Il était l'ancien premier bras droit de Takahama Kyoshi, mais Takahama Kyoshi n'est pas allé aux obsèques de Shimada Seihiro. Shimada Seihiro no soushiki ni wa Takahama Kyoshi wa ikanakattaんです. Donc c'est un petit peu ce que disait mon maître, la répression par le bas aussi. Vous avez la répression par le haut. Ue kara no danatsu. Ça c'est une loi, la loi pour la sécurité, voilà, très évasive. La répression par le bas, c'est des poètes qui devraient vous protéger, mais qui ne vous protègent pas et qui, des fois, font de la délation. Et il me dit, voilà, c'est dramatique ce qui est arrivé, puisqu'il est mort juste après chez lui, mon maître. Et il me dit, Anata wa Fransujin dakara dodo to ieru, tanomu. Toi, tu es français, donc tu peux le dire. Donc dis-le. Puisque bon, vous avez compris qu'à l'époque, il y avait une association des poètes de haïku officiels dirigée par Takahama Kyoshi, qui était en très bon terme avec Toko Keisas, la police spéciale. Et puis il y avait des gens comme le premier maître de Kaneko Tota qui ont été sacrifiés. 44 poètes emprisonnés, dont 3 qui sont morts directement des suites de la torture ou des maladies en prison. Et puis il suffit de ça pour qu'après plus aucun poète n'ose composer sur la société, mais même des choses anodines. Alors donc, j'ai dit à mon maître, en France, on ferait une stèle au moins pour ces gens-là. C'est la moindre des choses, puisqu'ils se sont battus pour la liberté d'expression. Et puis il me dit, ah oui, une stèle, mais même dans l'association du haïku moderne, Genda Haikyokai, il y a encore des gens qui sont liés aux personnes qui ont participé plus ou moins au RAF, etc. Ça va être difficile. Ça ne pourra pas être une stèle avec l'argent de l'association. Alors, moi au début, je me suis dit, j'arrête. Et puis c'est amusant parce que comme j'en avais parlé, alors il me dit, mais attends, ma besogne, on va faire un sondage. Il y avait 100 personnes, donc en novembre 2015. Qui est d'accord pour qu'on fasse une stèle? Alors c'est facile de lever la main. Donc il y a pas mal de gens, la moitié des gens qui ont levé la main. Et je me suis trouvé voilà, tout seul. Donc il fallait assumer maintenant. Alors je lui ai dit, bon, on va d'abord faire un livre. Alors ça c'est encore plus difficile à publier. Parce que bon, moi je pointe les responsabilités parmi certains poètes qui ont été collaborationnistes. Et donc, encore Pipa, merci. Encore Pipa, merci. Voilà, ça c'est en 2016, novembre 2016. Voilà une préface en japonais puis en français. Réhabiliter les haijin persécutés, rechercher les responsabilités. Alors c'est un texte qui est sur internet en partie. 弾圧された俳人の名誉回復と弾圧に協力した俳人の責任追及をインターネットでこれ検索すると出てきます。Et donc là vous avez 18 haïkus, 18 poètes de haïku représentatifs de ce qu'on pourrait appeler une résistance, mais ça dure très peu parce que quand ils sont emprisonnés on leur fait promettre de ne plus jamais écrire de poèmes, enfin et puis la société ne leur permet pas de travailler à nouveau même s'ils sont libérés. Il y a une telle cohésion, surtout à cette époque dans la société japonaise, que bon, ils n'ont pas fait de la résistance longtemps. Mais si vous voulez, c'est comme en Allemagne, le mouvement de la Rose Blanche, ils n'ont pas fait de la résistance longtemps, hein, mais ce sont des héros quand même. Enfin, moi j'aime pas le mot héros, mais Hans Scholl et Sophie Scholl, ben, ils ont distribué, je sais pas, 6 tracts, et puis c'est tout. Mais c'est énorme déjà, de l'intérieur, quand on est à l'intérieur d'un pays fasciste.
Et après, donc j'ai publié ça, et puis tout le monde m'envoie l'argent, parce que je mets à la fin, Honsen, Showa Haiku Daichi Kinen Hi o tateru beki de aro. Honsen shu wa sono kami no ishigumi ni shitai. Je mets dans l'attente qu'un monument soit érigé à la mémoire des 45 haïkus emprisonnés pendant ces années sombres. Notre souhait est que ce recueil soit une modeste stèle de papier rassemblant les plus poignants haïkus de la résistance japonaise. Et puis tout le monde m'envoie de l'argent. Ah bah oui, c'est ça, c'est facile d'envoyer de l'argent. Et moi, j'avais même pas encore créé du show. Alors, il y a Tani-san, là, vous savez, donc ça en parlait, et puis moi, et puis on se dit, bon, ben, on va déjà faire un bureau à 4. C'était pas beaucoup, mais c'était difficile de s'arrêter. Donc, on a décidé de lancer une subscription. Alors, par exemple, Alain Kervern nous a envoyé un chèque rédigé en breton. C'est extraordinaire, ça. Et puis là, vous avez la liste de tous les gens qui nous ont envoyé. Alors, c'était à partir de 20 €. Puis, certaines personnes nous envoyaient, je sais pas moi, Gomaen, Nanamaen, c'est-à-dire 500 €, 700 €. Des gens que je ne connaissais pas. Parce qu'en en fait, on a préparé 2400 enveloppes. Vous avez une liste d'adresses de tous les poètes de haïku au Japon. Vous savez que c'est important. Avec 2400 personnes, je crois, non, 2100 personnes. Puis j'ai rajouté des personnes de tout le monde de la culture au Japon, mais aussi à l'étranger. Et donc, ça a marché contre toute attente. Parce que le petit Français qui dit oui, il y a eu une résistance au Japon. Tout le monde n'était pas fasciste. Hein. Et il faut au moins faire un monument pour eux. Et Kaneko Ota est d'accord pour faire ce monument. C'est surtout Kaneko Ota, puisque lui, il a une telle aura, il a plaidé pour la paix. Il faut que je vous explique que Kaneko Ota, après la répression de son maître, il a décidé qu'il n'allait pas jouer les résistants. Il avait raison, parce que par exemple, bon, il me reste 20 minutes, même pas, ouais, 10 minutes, c'est bon, on va être dans les temps. Par exemple, à l'école de Tokyo, avant que son maître soit incarcéré, il décrit dans son livre, d'ailleurs c'est traduit dans cet été-là, j'étais soldat, un collègue du club haïku de l'université de Tokyo qui ne voit plus pendant un mois. Et puis le collègue revient, mais il s'étonne parce qu'il a toujours ses mains dans les poches. Bon. Et puis un jour il lui dit comment ça va? Oh, moi je fais des haïkus, c'est ma façon de résister à cette époque, je suis libre. Il dit tais-toi. Puis il lui voit un message dans son casier, viens me voir près de l'étang. Il va le voir près de l'étang. Et puis il dit mais toi pourquoi t'écris plus de haïku? Il lui montre ses deux mains. Plus aucun ongle, tous les ongles arrachés. Mais ça c'était courant, c'est-à-dire que ça ne fait pas du tout partie des 44 personnes torturées dont je vous parle. Et c'était en 1938-39, la guerre du Pacifique n'avait pas commencé. En fait, ce qui s'était passé, c'est que le camarade de Kaneko Ota avait dit « Konosenso wa okashi yo » dans la rue. C'est quand même elle est quand même bizarre cette guerre. Hein. Mais même pas. Oui, on n'est pas au niveau des répressions, même en Allemagne. On est encore au-dessus. C'est-à-dire que dire cette guerre est bizarre, c'est déjà, surtout pour un étudiant de l'université de Tokyo. Rappelez-vous, comme je vous ai dit, qu'on réprimait surtout les gens qui sont dans le monde intellectuel, donc qui peuvent avoir une influence. Et donc, on est allé le chercher le matin, chez ses parents, et puis on arrache un ongle, d'un coup, comme ça. Ça fait mal, donc on tombe dans les pommes. Et puis, un seau d'eau froide. Et puis, après, on lui dit, tu as des relations, tu es communiste. Le pauvre gamin, je ne sais même pas ce que ça veut dire, communiste. Non. On arrache un autre ongle, il retombe dans les pommes. Donc, il explique ça, oui. Et au bout de 10 ongles, s'il n'a pas donné une adresse de communiste, ou s'il n'a pas reconnu qu'il était pacifiste ou communiste ou quoi que ce soit, eh bien, qui sont deux choses distinctes, hein, parce que peut être pacifiste sans être communiste à l'époque, même à l'époque. Et donc, il s'est retrouvé comme ça, libéré, lui. Et alors Kaneko Ota avait commencé à écrire, à parler de ça, de l'avant-guerre. Et puis, avec son nom comme commanditaire principal, eh bien, on a eu 30 000 € en 6 mois. Alors moi, j'étais gêné parce qu'il ne fallait pas que je meure.
En plus, le petit étranger, voilà. Maintenant, je peux mourir, j'ai fait mon job. Non, vous allez voir que ça continue cette histoire. Et donc, le petit français chargé de cours dans deux universités qui vit pauvrement avec l'aide de sa femme employée de bureau. Déjà, je n'ai pas le droit à avoir une activité politique. C'est ça, c'est étonnant au Japon. C'est interdit. Seiji Katsudo Kinshi Gaikuji. Donc c'était limite, puisque il faut savoir que la loi qui a permis ces emprisonnements, le gouvernement considère aujourd'hui encore qu'elle était adéquate. Tekiho datta, chian eijiro. Au moment où j'ai envoyé les 2400 enveloppes, Kaneda Monbu Daijin, le ministre de l'Éducation, de la Justice, a dit, pour se défendre d'une question à propos d'une loi liberticide du gouvernement Abe, a dit « Ah non, vous me dites qu'il faut se souvenir des lois liberticides de la Seconde Guerre mondiale, mais notre position, puis il lisait comme ça, c'est que Tekiho deshita. Et Shazai no hitsuyou mo naku, chousa no hitsuyou mo nai. Il n'y a aucune nécessité de faire des recherches sur l'application de cette loi, ou même de s'excuser, ou de payer des dommages. Ouais, c'est un peu la différence entre la position du gouvernement allemand, par exemple. Hein. Donc, moi, j'ai envoyé, vous voyez, j'avais mes piles d'enveloppes. C'est quand même beaucoup écrit au foudé pen, vous savez, au stylo foudé, au stylo pinceau, avec une amie quand même qui m'a beaucoup aidé. 2400 enveloppes. C'est mieux d'écrire à la main, les gens aiment mieux. Là, c'était trop. Parce que la déclaration de Potsdam, c'était quand même le Japon renonce aux lois fascistes. Alors, ils disent une chose, et ça c'est un truc, il suffit de traduire ça, de l'envoyer aux Nations Unies, et c'est un gros problème pour le Japon d'être négationniste à ce point-là. Et donc je crois que c'est ça, c'était Kyobo Zai Hoan, donc cette loi liberticide contre l'association de malfaiteurs, qui en fait nous a permis avec Kaneko Tota d'avoir de l'argent tout de suite, parce que tout le monde s'inquiétait effectivement, et on s'inquiète encore de la liberté d'expression au Japon. Vous savez, le Japon est passé de la 11e place dans le classement de Reporters sans frontières en 2010, avant l'accident nucléaire. Et puis après l'accident nucléaire, le retour de la droite nationaliste avec Abe, et on est à la 71e place, enfin 70e. Déjà que partout dans le monde, la liberté de la presse se réduit comme une peau de chagrin, au Japon, on passe de 10e à la 70e place en 7 ans. Vous voyez un peu l'ambiance délétère. Donc Kaneko Tota, qui n'est pas, comme je vous dis, quelqu'un qui aime se faire remarquer, et surtout quelqu'un qui travaille la théorie littéraire, tout d'un coup, il a osé écrire ce livre, Anonatsu Heishidata Watashi. En plus de participer à cette stèle. Voilà. Et c'était en 2016, ça. Et donc, moi, je me dis, il faut le traduire. Parce que c'est le seul poète de haïku qui peut avoir un prix Nobel. Je suis son disciple depuis 20 ans, il faut absolument traduire. Alors, nous avons André, peut-être, non? Ah, c'est un ami japonais. Bon. Bonjour. Ah, konnichiwa, hisashi-buri desu. Et donc, voilà. 30 000 € qui arrivent. Moi, j'avais été voir le... Vous avez vu la photo de... Alors, attendez, où est-ce qu'elle est, la pierre? Voilà, c'est ça. Voilà. Il fallait trouver un lieu, déjà. Oh, ben, il est là, en plus, c'est bien. Il fallait trouver un lieu. La mairie... Alors... Oh, il faudrait... Je sais pas, je vais vous la mettre en plus grand. Non, je sais pas ça. Ça va pas. Moi, si vous voulez, déjà, pour le lieu, je savais, c'était le mémorial des peintres morts à la guerre. Parce que je savais que Kaneko Tota était très ami avec le monsieur que vous voyez grisonnant là à ma gauche, en face de la stèle. Voilà, monsieur Kuboshima, qui est quelqu'un d'extraordinaire, qui, si je vous raconte sa vie, bon, c'est pas grave, ça dure trop longtemps que je vous raconte pas, mais bon, c'est plus qu'un pacifiste. Il a fait un mémorial de 30 millions d'euros, truc énorme, en pleine montagne à Nagano, si vous pouvez y aller, c'est dans la ville de Ueda, dans les montagnes, où il a récolté tous les tableaux, les derniers tableaux peints par les étudiants des Beaux-Arts de l'Université de Tokyo, avant d'aller à la guerre, avant de mourir. Donc, c'est des tableaux où vous voyez les œuvres de gamins de 18-19 ans qui peignent leur petit ami nu et qui savent qu'ils vont mourir après, ou qui peignent leur grand-mère, ou la montagne où ils sont nés, quoi. Et donc, bon, voilà, c'est Olé. Kaneko Tota, lui, comme je vous ai expliqué, il a décidé de ne pas être résistant.
Et là, il faut dire les choses clairement, il a été très pragmatique, lui. Il savait qu'il serait réquisitionné en tant que soldat. En tant que soldat, il était presque sûr de mourir, parce que l'armée japonaise, vous le verrez dans ce livre, traitait les soldats comme des morceaux, quoi, des objets à sacrifier. Et donc, il s'est dit, je suis à l'université de Tokyo, je peux être officier réserviste de l'intendance. C'est cool. Donc, il est allé de lui-même à Kaigun Gakko, à l'école navale. Et puis, il s'est retrouvé, il s'est dit, pourquoi pas? Ça va peut-être servir, si on gagne la guerre, ma montagne, ma pauvre, misérable montagne, où mon père est médecin de campagne, peut-être que l'économie ira mieux. Il a dit, je veux aller où c'est le plus dur, par un idéalisme puéril. C'est ça qui est passionnant dans ce livre, c'est qu'il est décrit à quel point il était bête, à quel point il a pu croire à la guerre, à quel point on l'a, depuis son enfance, on l'a formaté pour aller à la guerre. Et puis, il est affecté aux îles Truk. Les îles Truk, c'est en dessous de Saipan, la Micronésie du Sud. Hein. Et il arrive, tout est noir. Tout est noir. Et donc, il se rend compte que il arrive en avril 1944, il se rend compte qu'en février 1944, on avait déjà tout perdu. Il restait quelques zéros. Et pourquoi ils étaient là? Pour l'honneur. C'est-à-dire qu'ils étaient 40 000, dont 20 000 ouvriers, sur une île minuscule calcinée par les bombardements américains, déjà perdue en fait, il n'y avait plus rien, mais difficile à prendre par débarquement parce qu'il y avait des lagons partout autour. Donc on leur avait dit, restez là, vous êtes le territoire le plus au sud, restez là. Et pourtant, l'armée japonaise avait perdu Saipan et Guam dessus. Donc il n'y avait plus aucun ravitaillement possible de Tokyo, ni en vivres, ni en nourriture. Et vous avez 40 000 personnes sur une île minuscule. Et on ne leur envoie même pas un bateau cargo pour les évacuer. On les laisse mourir pour l'honneur. Donc il est arrivé là, et puis il a compris qu'en fait, officier ou pas officier, il fallait mourir de faim. Ou il fallait attendre qu'un grumman, un chasseur, vous tire dessus. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des réunions de haïku. Où les militaires de l'armée de terre étaient avec les militaires de l'armée de mer, et il n'y avait pas major et ouvrier, c'était tous les mêmes. Voilà. Et en plus, on acceptait des haïkus sans mot de saison. Alors ça, en métropole, c'était digne de la prison, vous voyez. Donc en fait, de façon paradoxale, sous les barreaux de cet enfer de Truk, en pleine débâcle, a été possible le kukai le plus libre de l'histoire. Dans une société où on réclamait de la liberté, parce que tant qu'à mourir en écrivant des poèmes, c'est quand même plus intéressant, et puis en se disant que, ah oui, cet ouvrier, il y a des réflexions, hein. Ah oui, jamais j'avais me pensé, mais quelle fraîcheur ces ouvriers. Alors, les grands gradés disent, oh vraiment, mais quelle originalité. Et donc les ouvriers étaient plus doués en haïku que les grands majors, quoi. Extraordinaire ce qu'il a fait. Hein. Oui, il avait un copain, un poète aussi. Hein. Tu as lu le bouquin? Bon, voilà. Il y avait un cuisinier qui faisait... Le cuisinier qui faisait du fugu. Curry, oui. Ouais, le curry, voilà. En fait, au départ, les gens venaient pour manger du curry parce qu'il n'y avait rien à manger. Et vous savez que l'armée japonaise avait curry, curry et saké. C'est-à-dire le curry pour agrémenter n'importe quoi, que ce soit des chauves-souris ou des lézards, ça va, même si c'est là. C'est tellement fort comme l'eau, de la poudre de curry, et le saké pour quand il faut aller se suicider, du saké ça aide. Voilà. Donc il y avait ces deux choses qui restaient. Après le reste. Et non, mais c'est vraiment marrant. Et alors les gens venaient pour la soirée curry où il y avait un tout petit bout de patate et puis ils se prenaient au jeu de la poésie, quoi. Certains disaient, oh, moi je m'en fous de la poésie, je viens pour le curry. Et puis ils voyaient ce monde de liberté.